Hello tout le monde. Hello, hello. Bon jeudi à tous. Trop contente de vous retrouver cette semaine encore. J'espère que vous allez bien et même que vous allez super bien parce qu'il va falloir être en forme. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à une sacrée articulation. Je dirais même à plusieurs articulations. C'est l'épaule parce qu'on va voir qu'elle est composée de plusieurs articulations différentes. On dit l'épaule, mais voilà, on va dire que c'est plutôt pas un abus de langage, hein, c'est pas la réalité, mais on va voir que c'est bien plus complexe que ce qu'on pense. Alors, je cale un petit peu ma technique. Oula, ça y est. Je lance mon tableau. Voilà. Et on est parti. Voilà. Pour cette matinée, toujours accompagné de notre fameux Netter à colorier. Voilà. Qui est une version un peu plus accessible, plus fun d'un livre. Hop, vous voyez là avec toutes ces planches d'anatomie. La version un peu plus sympa pour les néophytes de l'atlas d'anatomie qu'on appelle le Netter, plus communément parlant. Voilà. Alors, comme d'habitude, voilà. On va commencer avec notre petite lecture. J'essaye de vous caler ça. Voilà. Pour que vous voyez bien de quoi ça s'agit. Voilà. Alors, au même titre qu'on avait vu la dernière fois, les fois précédentes, je devrais dire. Est-ce que je l'avais là? Je l'ai vu passer tout à l'heure. On avait fait... Alors, mince, j'aurais dû marquer ma page, désolée. Voilà. Au même titre que la dernière fois, on avait fait la ceinture pelvienne, qui est en fait le bassin. Hein. On appelle ça la ceinture puisque la structure des deux os iliaques forme comme une ceinture, en fait, tout simplement. C'est quelque chose de fermé. Donc on appelle ça la ceinture pelvienne. On parle aussi du pelvis pour le bassin. Et bien, il y a une autre ceinture dans le corps humain. Hop, une autre, on va dire, articulation, série d'os qui forment quelque chose, entre guillemets, de fermé, même si c'est pas fermé comme le bassin. On parle de la ceinture scapulaire. Scapulaire, c'est en référence à l'omoplate qu'on appelle aujourd'hui scapula dans la nouvelle nomenclature anatomique. Et pourquoi ceinture scapulaire? Parce qu'en fait, l'épaule, ça part au niveau de la clavicule. Ensuite, vous avez les têtes des humérus, les omoplates derrière qui forment deux ailes. C'est pas tout à fait fermé, mais quand vous mettez les deux épaules entre guillemets à côté avec clavicule et omoplate, vous voyez que ça forme quelque chose de circulaire, d'où ceinture scapulaire. Voilà, on a la ceinture scapulaire en haut et on a la ceinture pelvienne en bas. Les deux ceintures. On la nomme aussi, ils nous le disent là, ceinture pectorale, en référence au pectoral, le muscle aussi pectoral, par rapport à la poitrine. Voilà. Donc on parle de ceinture scapulaire en référence à ce qu'il y a derrière au niveau de l'omoplate, et aussi de ceinture pectorale par rapport à la poitrine, de ce qu'il y a devant. Voilà. Ça montre bien, encore une fois, que c'est quelque chose de circulaire. Voilà. Alors, je vais peut-être baisser, je vois ma musique, excusez-moi là, je vois mon petit graphe. Voilà, peut-être ce sera un peu plus agréable comme ça. Voilà. Allez, on est parti pour notre petite lecture. Comme d'habitude, je recale un peu mieux l'image pour que vous soyez... Voilà, qu'on voit bien la clavicule. Allez, c'est parti. Donc, la ceinture pectorale ou scapulaire correspond à la zone d'attache du membre supérieur à la paroi thoracique. Et oui, la ceinture pelvienne, le bassin, correspond à la zone d'attache du fémur, donc qui commence le membre inférieur. La ceinture scapulaire, elle, est la zone d'attache, là vous voyez, de l'humérus, qui fait partie, lui, du membre supérieur.
la seule articulation directe est entre la clavicule et le sternum. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, le bras n'est attaché au corps que par cette toute petite articulation qu'on a entre la clavicule et le sternum. Ici, quand vous touchez, là vous avez... Pardon, je dois peut-être toucher mon micro. Il y a 2 petites boules osseuses que vous sentez à la base du cou, au-dessus du sternum. Et ben, c'est la seule zone d'attache franche du membre supérieur. Le reste, ça flotte dans le vide, entre guillemets. Vous allez voir, on va en parler. Mais c'est la seule zone d'attache. Si vous coupez, entre guillemets, cette articulation, ben tout va se casser la figure, en fait. C'est la seule zone d'ancrage du bras, enfin du membre supérieur, au corps, à la cage thoracique. Donc la seule articulation directe est entre la clavicule et le sternum, à ce niveau-là, alors que l'autre extrémité de la clavicule s'articule avec la scapula, l'omoplate, au niveau de l'acromion. Alors, ce que vous sentez qui fait le petit rebord extérieur là au niveau de l'épaule, en fait c'est une partie de l'omoplate, parce que l'omoplate elle revient vers l'avant. Donc voilà là, cette zone-là, en fait c'est un morceau d'omoplate qu'on appelle l'acromion. Et si vous avez déjà passé des radios au niveau de l'épaule, pour voir un petit peu l'état aussi, on s'en sert pour tout ce qui peut être potentiellement tendinite de la coiffe des rotateurs, les acromions agressifs. Voilà, ben c'est toute cette zone-là qu'on va inspecter grâce à la radio. Donc si vous voyez sur des comptes rendus acromions, eh ben, c'est cette zone-là, ce crochet, qui est en fait une prolongation, là c'est de dos, c'est une prolongation de l'épine de la scapula qu'on sent. Si vous vous touchez à l'arrière de l'épaule, vous allez sentir il y a comme une petite crête. Il y a une crête sur l'omoplate, c'est ça. Et ensuite, elle revient, ça fait comme un crochet à l'avant avec la clavicule. Ça, c'est la clavicule hein, qui est à l'avant. Et vous avez votre crochet là, votre bec, qui est la prolongation de l'épine de la scapula. Est-ce que, je regarde hein, si jamais il y a une omoplate toute seule. Je regarde, hein. Je suis à vous. Non, il n'y aura pas forcément d'omoplate isolée, mais par contre là, je peux vous montrer une image de radio. Voilà, sur un cliché radiologique. Vous allez voir, ben là on voit très bien la clavicule avec le C. Là le A c'est l'acromion, toute cette ombre là. Et là c'est la tête de l'humérus. Et c'est toutes ces zones-là, savoir si c'est agressif, si l'espace est trop restreint par exemple. Voilà, cet acromion il peut parfois causer des petits conflits. Selon sa forme, selon s'il y a de l'arthrose, voilà, il y a plusieurs cas de figure. Alors, donc l'autre extrémité de la clavicule s'articule avec la scapula. Alors, là ils l'ont coupé. Ah, excusez-moi, là ils l'ont coupé. Mais la clavicule, si on la continuait ici, elle s'articulerait avec le sternum. Et là, elle s'articule avec l'acromion. Voilà. Là, on verra tout à l'heure les deux surfaces articulaires de la clavicule. La clavicule qui a une forme de S italique. C'est comme ça qu'on nous apprend à l'école. On verra un petit peu plus tout ça tout à l'heure. Voilà. La scapula, donc au niveau de l'acromion. L'os du bras, c'est l'humérus. Ça, en général, tout le monde a déjà entendu plus ou moins parler de l'humérus. C'est un nom d'os qu'on emploie assez souvent. Au niveau de l'humérus, il n'a pas changé de nom, lui. Il s'articule avec qui? Avec la scapula, au niveau de la cavité glénoïdale. Là, vous voyez la tête de l'humérus? Eh bien, elle vient s'enchasser dans une petite, qui n'est pas si petite que ça, mais dans une cavité
forme de C, là. Là, on voit la surface articulaire de l'humérus. Et là, on voit un petit peu la surface articulaire ici de l'omoplate. Je regarde s'il y aurait... Non, c'est la même vue. Je regarde en même temps. C'est dommage qu'il n'y ait pas une scapula toute seule qu'on puisse voir. Là, il y a une coupe. Alors, peut-être ici, ça pourrait rendre quelque chose. Allez, ça commence. Le switch. Alors, en espérant, voilà, que vous voyez bien. Là, c'est une coupe. On a pris une épaule, on l'a coupée comme ça. On l'a coupée en deux. Là, on voit le deltoïde, qui est le muscle qui fait le galbe de l'épaule. Le muscle en forme de V, là. Là, vous avez la tête de l'humérus avec sa surface articulaire, sa surface de cartilage. Et là, on voit la surface articulaire de l'omoplate, hein, cavité glénoïdale de la scapula. C'est ici. Là, on voit l'articulation entre qui? L'acromion et la clavicule, ici. Et on en parlait la dernière fois. Là, vous avez une magnifique bourse séreuse qui permet... Là, on voit qu'il y a plusieurs couches de tendons qui se superposent, des os. Voilà, là, on a plein de couches, plein de structures différentes qui sont réunies au même endroit. Et bien, pour faciliter leur glissement, il y a une bourse séreuse qui forme, on va dire, une fausse surface articulaire. Ça permet à tout le monde de, de glisser les uns par rapport aux autres grâce à ce coussin. Voilà. Ça, la bourse séreuse, celle-ci, c'est la subdeltoïdienne parce qu'elle est sous le muscle deltoïde. Et là, on a pris une omoplate et on la met de côté pour regarder la surface. En fait, cette surface articulaire-là, eh bien, on la regarde. Et on voit que c'est vraiment une coupe, c'est vraiment une zone creuse dans laquelle va venir s'enchasser la tête de l'humérus. On le voit très bien. C'est quelque chose de creux, de congruent qui permet vraiment à la tête de venir dedans. Là, ils ont enlevé le muscle deltoïde et on voit la bourse. La bourse séreuse, celle-ci, là, c'est ça. Quand on coupe pas, quand on le voit en vrai, qu'on récline, qu'on enlève certains muscles, on enlève certaines couches et ça nous permet de voir ce qu'il y a en dessous et qui permet de bien huiler, voilà, faire que ça se passe bien dans cette articulation. Voilà, donc on parle de cavité glénoïdale qui est remplie de cartilage. Et on voit d'ailleurs que le tendon, le chef-long du biceps, s'insère vraiment assez profond dans cette cavité. Voilà. Et d'ailleurs, ah oui, là on voit aussi, on a vu les articulations la dernière fois, les articulations synoviales, il y a toujours une membrane qui contient le liquide qui lubrifie l'articulation. Et là on voit le récessus axillaire. En fait, c'est un... Comment je pourrais vous dire ça? C'est l'articulation qui laisse du mou, si je peux dire. L'articulation de l'épaule est à une tellement grande amplitude, elle va bouger tellement loin qu'il faut que la capsule suive, si vous voulez. Donc en fait, c'est comme laisser un peu du mou sur la laisse de votre chien, par exemple. Vous savez qu'il peut partir plus loin, donc vous n'allez pas garder une tension permanente. Ben là, c'est pareil. Le corps n'a pas gardé pile, il s'est laissé du mou pour pouvoir autoriser des grandes amplitudes pour que l'épaule aille beaucoup plus loin que ce qu'elle n'est en position anatomique statique. Voilà. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment une particularité, là, ce petit truc-là. Hop, on va repasser sur notre petit livre à colorier. Ah, attendez, là, je vois... Je vais encore baisser un peu ma musique parce que je pense que ce morceau-là est un
petit poil fort aussi. Voilà, je pense que ce sera un poil mieux comme ça. Voilà. Alors, je recale pour qu'on voit bien les choses. Nickel. Donc, la scapula au niveau de la cavité glénoïdale. Donc, l'humérus s'articule avec l'omoplate, constituant l'articulation de l'épaule, entre guillemets. Hein, je mets des guillemets parce que l'épaule, c'est plein d'articulations, c'est pas que celle-ci. Ou articulation gléno-humérale. Si on veut être vraiment strict anatomiquement parlant, cette articulation-là, c'est pas l'articulation de l'épaule, c'est l'articulation gléno, avec la glène de la scapula, humérale, avec l'humérus. Parce qu'on vient déjà de commencer à voir que dans l'épaule, il y a cette articulation-là, c'est la seule vraie articulation qui relie, qui rattache le bras au tronc. Ensuite, vous avez l'articulation acromio-claviculaire, entre l'acromion et la clavicule. Et ensuite, vous avez la gléno-humérale, plus toutes les fausses articulations qu'on est en train de voir un peu petit à petit, là, les bourses, qui permettent à tout ce petit monde-là de glisser les uns par rapport aux autres. Il y aura aussi des fausses articulations pour permettre à l'omoplate de glisser sur la cage thoracique. Voilà, ça permet de glisser sur les côtes sans que ça râpe tout au passage. Il y a plein de surfaces en fait, de glissement entre les os, les muscles, les articulations. C'est vraiment une articulation complexe, l'épaule. C'est un complexe articulaire. Voilà. Gardez ça en tête, l'épaule, c'est un complexe articulaire. Ce n'est pas une articulation. C'en est plusieurs qui fonctionnent ensemble. L'extrémité distale. Alors, distale, ça veut dire lointaine, à distance. Voilà, pensez que distale, c'est à distance. Vous verrez l'inverse, le contraire de distale, c'est proximal, c'est à proximité. Donc, on va dire il y a l'extrémité proche, proximale, et l'extrémité distale, qui est lointaine, à distance. Donc, si on prenait cet os-là, au niveau proximal, ce serait cette partie-là, et au niveau distal, à distance de l'articulation, ce serait celle-ci. L'extrémité distale de l'humérus participe à l'articulation du coude. Voilà, la partie proximale, elle est pour l'épaule, et la partie à distance, ça va former le coude. Hein, on l'avait vu un peu la dernière fois. L'articulation du coude, là en forme de nœud papillon, qui permet de faire, c'est une articulation uniaxiale qui permet seulement de faire flexion-extension. L'articulation voisine, qui est au niveau de l'épicondyle, qui est le capitulum, qui s'articule avec la cupule radiale, au niveau du radius, elle permet de faire la pronosupination de la main. Ça permet de prendre ou de supplier. Voilà, ça fait tourner le radius en fait dans le coude. Là, il y a une zone où ça va tourner, mais c'est ici. C'est ça qui va permettre de prendre des objets ou de supporter quelque chose. C'est au niveau du coude que ça se passe, c'est pas du tout au niveau du poignet. Le poignet, lui, il bouge pas. Hein. Ma main, elle reste toujours. Mon poignet, vous voyez, il fait rien du tout. Il reste toujours dans la même position. C'est vraiment au coude que ça va se passer. C'est pour ça que des fois, si vous vous fracturez au niveau parfois poignet, avant-bras, etc., ils vont parfois isoler. Le plâtre va monter beaucoup plus haut pour éviter de solliciter aussi au niveau du coude cette articulation-là, en fait. Alors, reprenons. De nombreux muscles mobilisent l'articulation de l'épaule. C'est ce qu'on a commencé à voir. Il y a déjà le deltoïde et vous allez avoir aussi, on en parlait au tout début, tous les muscles au niveau de la coiffe des rotateurs. Vous avez sûrement entendu cette expression-là. La coiffe, il y a beaucoup de muscles, hein, on le verra dans la partie musculaire sur une autre planche plus tard. Mais il y a du monde pour faire bouger cette épaule. Alors, de nombreux muscles mobilisent l'articulation. Ils donnent à cette articulation une formidable mobilité. On en parlait juste avant, c'est une des articulations les plus mobiles du corps humain.
Je pense que même c'est celle qui est la plus mobile, suivie de près par la hanche. Et voilà, ces racines-là, voilà, ces articulations qui sont la racine des membres supérieurs, membres inférieurs, sont extrêmement mobiles. C'est elles qui permettent de nous mouvoir dans l'espace et de faire ce qu'on a besoin de faire au quotidien pour nous nourrir, nous déplacer, voilà, faire notre vie de mammifère. Par exemple, la scapula, qui est de forme triangulaire. On le voit bien là. Ça, c'est l'omoplate. Elle a une forme triangulaire. Avec voilà, l'acromion et la coracoïde, qui sont deux excroissances ici et ici. Ça, c'est l'acromion. Ça, c'est la coracoïde, pardon. Ça, c'est l'acromion. Acromion, coracoïde. Acromion, coracoïde. Qui sont des extensions osseuses qui ont été tractées, entre guillemets, par les muscles, si je puis dire. Voilà. Pour donner cette forme un peu irrégulière ici, mais sinon, globalement, c'est un triangle et elle est extrêmement plate. C'est un os qui est très, 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 très fin. Vraiment très, très, très fin. En cours, je me souviens, on avait un professeur qui était kiné-ostéo, voilà, et un jour, il avait eu un gendarme qui s'était pris en fait une balle dans le dos et à travers son gilet, ça lui avait fracturé l'omoplate. En fait, l'énergie a traversé jusqu'au niveau de l'omoplate et l'os étant tellement fin, ça l'a éclaté. Voilà. Donc ici, c'est vraiment extrêmement fin, extrêmement plat. Voilà. Vous pouvez le voir des fois si vous désossez un poulet. Si vous regardez au niveau de l'omoplate, enfin, l'os est quasiment transparent. Si vous le mettez à la lumière, vous voyez que c'est quelque chose de très diaphane. Enfin, c'est très très fin. Voilà. Donc la scapula donne insertion à 16 muscles, rien qu'à elle seule. Donc c'est vraiment une articulation qui est très très complète, très complexe, mais magique. C'est elle qui nous permet cette mobilité incroyable. Voilà. Regardez, si on prend juste l'omoplate, il y a des insertions en bleu et en rouge, qui sont les insertions et les terminaisons. Il y a une quantité infinie de muscles. Il y en a partout, des insertions sur l'omoplate, à la fois à la face postérieure et à la fois à la face antérieure. Pour le dentelé, pour le subscapulaire, le triceps, l'omohyoïdien, ça c'est un muscle du cou, hein. On en avait parlé un petit peu de l'osioïde, qui est un os dans le cou qui flotte. C'est un os un peu flottant dans une nappe musculaire. C'est un point de relais. Voilà, supraépineux, tous les muscles de la coiffe. Vous avez le deltoïde ici, l'élévateur de la scapula. Il y en a plein, là, du triceps encore. L'insertion une petite extension du grand dorsal aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette omoplate. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte encore? Les caractéristiques de la clavicule, de la scapula ou omoplate et de l'humérus sont résumées dans le tableau ci-dessous. On coloriera tout à l'heure les 3 os. Alors, je regarde ce qu'il y a à faire là après. Coracoïde, épine, trochlée. Ok, bon, on n'a pas de problématique, on se laissera juste le bleu pour la surface articulaire. Parce que en anatomie, la nomenclature, on va dire la norme, veut que on laisse du bleu ciel pour les articulations et du bleu foncé pour les veines. Ah ben, qu'est-ce qui est inspirant aujourd'hui? Allez, on va se faire un petit verre. Voilà. On part pour colorier en 1. Et bien la clavicule, qui veut dire petite clé, clavicula. Oh, clavicule. Elle est là, notre belle clavicule.
forme de S italique. Parfois, petite anecdote, lors de la naissance, certains bébés, on leur fracture la clavicule. Ça peut paraître un peu barbare, dit comme ça. Mais les enfants, c'est pas encore tout à fait ossifié. Enfin voilà, c'est encore très cartilagineux. Donc, quand les bébés sont coincés, de toute façon, si la naissance se passe pas très bien, que le bras s'engage mal, bref, que l'épaule passe pas, ben, parfois ils vont aller poser le pouce. Et en fait, ils vont attraper l'épaule comme ça de l'enfant. Ils vont poser le pouce sur la clavicule et ils vont faire ce mouvement-là juste pour en fait casser et donner plus de flexibilité pour que l'enfant puisse s'engager et qu'il ne reste pas bloqué dans le bassin. Voilà, donc ça peut arriver que, à peine né, il y a déjà une fracture. Mais au moins, vous êtes vivant, en bonne santé, tout va bien. Voilà, ça se remet très très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est petit fun fact du jour. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais la clavicule, c'est un os cylindrique avec une légère courbe en S. C'est un os rond ou cylindrique, légèrement courbé. Vous le sentez très bien, si vous palpez votre clavicule, on sent très très bien que c'est vraiment quelque chose de cylindrique, de rond. C'est un très très beau rond, ça se sent très très bien à la palpation. Le tiers moyen est la portion la plus étroite. Le tiers moyen, c'est celui-ci. Vous avez les deux tiers latéraux et le tiers moyen, le tiers du milieu. C'est le plus, on va dire le plus fin, plus étroit. Il est formé par ossification membraneuse. C'est ce qu'on disait au début, c'est pas réellement, quand vous êtes bébé, c'est pas réellement un os comme on l'entend chez l'adulte, hyper rigide. C'est quelque chose un peu cartilagineux, un peu membraneux, vous voyez, c'est pas encore ossifié, vraiment dur comme de l'os, quoi. Donc voilà le pourquoi du comment. Et c'est un os qui est souvent fracturé, voilà, on en parlait, à peine né, même pas né encore, vous pouvez déjà avoir une fracture de la clavicule. Mais c'est un os qui se fracture assez facilement dans le complexe de l'épaule. Vous voyez bien par sa forme et par son exposition, eh bien, elle peut facilement se fracturer. Elle agit comme une entretoise pour garder le membre supérieur loin du corps. C'est ce qu'on disait au tout début. Cet os-là est le seul os qui relie ce complexe de l'épaule au tronc. C'est vraiment... imaginez que ça, c'est l'ensemble de mon bras. Et que là, on va dire, c'est mon humérus. C'est imagé, je vous laisse imaginer tout ça. Mais la clavicule, elle va faire ce rôle-là, de venir poser le bras sur le thorax. Elle va le raccrocher au thorax pour qu'il pende au thorax, en fait, qu'il soit rattaché tout simplement à notre corps. Parce que le reste, c'est que des choses qui glissent, qui flottent. On l'a vu, hein, l'omoplate va glisser sur le grille thoracique. L'humérus, lui, pend. Il est là pour avoir une grande mobilité. Donc le rôle de la clavicule, c'est de venir fixer le tout au tronc. Fixe le membre au tronc supérieur. Fixe le membre supérieur, je vais y arriver, au tronc. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Voilà. Donc elle est là, comme ça, pour venir poser le bras au tronc. Allez, on est parti pour du coloriage. Parce qu'à la base, on est là pour ça. C'est parti. Voilà, là, ils l'ont coupé, hein. Mais la clavicule, elle continuerait encore. Là, on voit, là, ils l'ont coupé à peu près au tiers moyen. Et on voit bien sa forme cylindrique. Là, on voit couper, elle est bien ronde. De manière un peu irrégulière. Voilà. Et vous n'en avez pas 50 000 des os de cette forme. Même le tibia, ce n'est pas un os rond. Le tibia, c'est un os triangulaire.
nickel. Alors, j'essaie de pas me faire avoir comme chaque fois. J'oublie de colorier mes légendes. La légende, voilà. Numéro 1. Ça, c'est notre clavicule. Tout ça là, clavicule. Il nous propose de colorier quoi? 7, 8, c'est que des surfaces articulaires. Eh bien, on va se colorier notre clavicule aussi, puisqu'elle est là, en entière. Et on se laissera les 2 surfaces articulaires en bleu ciel. Voilà. Ça, c'est la clavicule. On en parlait aussi la dernière fois. La clavicule, elle peut se fracturer, mais elle peut aussi, en fait, l'articulation acromioclaviculaire, elle peut se luxer. Et on appelle ça le signe de la touche de piano. Parce que là, vous voyez bien, je vais vous le remettre dans la lumière un peu mieux. Voilà. Pardon. Là, vous voyez cette articulation, elle est juste posée, comme ça. En fait, l'acromion et l'omoplate, l'acromion et la clavicule, pardon, c'est juste une articulation qui est posée, voilà, plane, comme ça. Et quand vous tombez, souvent c'est des chutes sur le moignon de l'épaule, donc des sports co, judo, cheval, des choses comme ça. Vous chutez sur le moignon de l'épaule. Donc, mettons, vous tombez. Votre bras va être amorti par le sol. Vous avez le sol là, magnifique gazon, vous tombez. Et bien la clavicule, elle, avec l'énergie, elle va continuer sa course. Et qu'est-ce qui va se passer? Bloup, elle va sortir. Là, elle va glisser par-dessus et elle va sortir. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un os qui est un peu dans le vide, qui va dépasser de sa loge. Et si vous appuyez dessus, en fait, ça fait comme une touche de piano. Ça fera comme ça. C'est assez typique de la luxation de cette articulation-là. Voilà, voilà ce que je peux vous dire encore comme petit fun fact sur la clavicule. Ensuite, nous avons notre fameuse scapula ou omoplate. Quelle couleur on va choisir? Peut-être un peu de rose, histoire de voir la vie en rose. Alors, scapula, on l'a vu, c'est un os plat triangulaire. Sa cavité glénoïdale est peu profonde comparée par exemple à l'acétabulum au niveau de la hanche, qui elle est vraiment c'est un bol, hein. C'est vraiment quelque chose de très très creux, de très très profond, où vient s'insérer la tête bien sphérique du fémur. La glène de l'omoplate, on le voit, elle est un peu légèrement plus plate. On voit que la tête de l'humérus, c'est pas comme un fémur, c'est pas une réelle boule au bout d'un col. C'est quelque chose d'arrondi, sphérique, mais c'est moins profond, c'est moins congruent qu'une hanche. Parce qu'une hanche, elle a l'ensemble du poids du corps à porter. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de solide, de bien enchâssé, qui puisse supporter vraiment le poids du corps, le poids du bassin qui arrive sur la tête de l'humérus. Ici, la priorité, c'est la mobilité. Donc il faut que ce soit quelque chose de très mouvant et pas forcément de très congruent. Voilà. Le revers de la médaille, on l'a déjà dit, grande mobilité, souvent, ça va de pair avec grande instabilité. On ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas être rigide et immobile, c'est pas possible. Donc, cette articulation-là est souvent exposée à des luxations. On peut se luxer assez facilement l'épaule. Contrairement à une hanche, se luxer la hanche,
ça arrive extrêmement rarement, ou alors il faut vraiment une force de dingue. Alors que là, très très facilement, il y a des gens, ils se subluxent tout seuls les épaules, hein. Surtout sur des sports de lancer de balle. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ou a entendu parler de quelqu'un qui s'est déjà luxé l'épaule sur des sports de lancer. Ça arrive assez fréquemment, et peut-être que je vais réussir à vous dire pourquoi, si je trouve... Alors, je sais pas si je vais le voir sur ces planches-là. Je suis pas sûre. Ah, attendez, je me permets. On ne le voit pas forcément très très bien. Hop. En fait, si vous voulez, les ligaments qui maintiennent la tête, là, vous voyez, il y a l'humérus derrière, là, et là, il y a la glène. Cette articulation-là, là, vous voyez, c'est ça, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est ça coupé. D'accord ? Vous avez donc la tête de l'humérus et la glène, ici. Et là, vous avez les ligaments qui viennent solidifier, qui viennent comme ça, enchâsser, qui viennent couvrir pour faire un manchon fibreux qui va venir solidifier la tête. Eh bien, manque de bol, il y a une petite zone de fragilité. Des fois, le corps est bien fait, mais des fois, il y a des petits trucs qui peuvent bugger un peu. En fait, si je puis dire, ici, c'est une forme de Z. Et quand vous mettez le bras en position d'armée pour lancer, vous allez effectuer donc une sorte de rotation et vous allez mettre à nu une des zones du Z. En fait, le Z, c'est plusieurs triangles, vous voyez, et ça va mettre à nu une des zones entre les barres du Z, et la tête, elle va être pile, elle va arriver pile dans une zone de fragilité, là, ligamentaire, quand vous armez le bras comme ça. Et donc, elle peut sortir vers l'avant et vous pouvez vous luxer la tête de l'épaule. Tout seul, en fait, vous allez mettre tellement de tension musculaire que ça va faire popper, ça va faire sortir la tête de l'humérus dans une des zones de fragilité du Z, là qu'on voit pas, parce que tout est en manchon comme ça. Mais si vous disséquez un peu mieux, on voit la forme de Z. Et voilà le pourquoi du comment. En fait, je ne devrais pas vous apprendre ça, mais si vous tapez, si quelqu'un a une position d'armée du bras, en fait, s'il y a par manque de bol un autre joueur ou quelqu'un qui arrive en plus par derrière, là, la tête aussi, elle peut sortir. Enfin, faut vraiment faire attention au mouvement d'armée du bras, parce que ça peut faire sortir la tête de sa loge. Alors... Et ça, c'est parce que la glène est peu profonde. Elle autorise beaucoup de mobilité, mais elle est peu recouvrante. Et parce qu'il y a une toute petite zone aussi ligamentaire, on l'a dit, qui peut donner cette fragilité. Alors, l'omoplate, on l'a dit tout à l'heure, elle supporte 17 muscles. Et les fractures de l'omoplate sont assez inhabituelles, hein. Moi, dans ma vie, la seule fois où j'ai entendu parler de fracture de l'omoplate, il faut quand même un peu de force. Enfin, il faut un impact qui fait que l'énergie en fait va se diffuser à l'intérieur de l'os, parce que c'est un os qui est à plat sur un plat. Donc en fait, il faut vraiment une force qui arrive et qui l'impacte directement et qui la fasse exploser. En fait, c'est pas un os que vous allez prendre et vous n'allez pas le casser en deux. Vous voyez. Là, on le voit. C'est quelque chose. Hop. Là, je vous le disais, c'est vraiment quelque chose de très très plat. Là, on le voit. Vous voyez, ça fait comme une lame. C'est une grande lame osseuse qui supporte, ça c'est les muscles, qui supportent plusieurs masses musculaires, le subscapulaire. Voilà, vous avez le grand dorsal ici, pardon, le grand rond. Vous avez plein de zones, voilà, de support musculaire. Donc il faut quand même de la force
qui arrive de l'extérieur et qui puisse traverser jusqu'à cet os qui est enchâssé dans une grande masse musculaire en fait, hein, autour. C'est comme si elle avait des sortes de coussins, si je puis dire, voilà, c'est de la chair, donc ça va amortir en partie. Donc il faut vraiment beaucoup de force pour casser cet os, et il va se casser de manière un peu atypique. Donc souvent il faut le cercler. En fait, ils vont faire un cerclage autour pour la remettre en forme, si on peut dire. Et voilà, c'est comme ça qu'on répare. Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu dire, en tout cas, qu'on réparait une omoplate. Il y a peut-être d'autres techniques qui existent, mais voilà, moi je ne connais que celle-ci. Parce que vous ne pouvez pas visser dans une lame qui est toute plate comme ça, que vous n'allez pas la visser. Enfin, c'est des techniques chirurgicales un peu différentes. Voilà. Après, voilà, si quelqu'un connaît d'autres techniques pour réparer l'omoplate, je suis très curieuse de savoir, voilà, si dans la communauté vous avez entendu parler de choses comme ça. Je suis hyper friande, j'adore ce genre d'infos. Parce que j'imagine que pour des fractures peut-être de l'épine ou de l'acromion, il doit y avoir d'autres techniques que je ne connais pas. Donc volontiers, si vous avez des infos, je prends. Alors, on va colorier notre scapula ou omoplate. Voilà. Tac, en rose, numéro 2. Alors, il faut que je fasse attention parce que tout à l'heure, il faudra colorier la coracoïde et l'épine, qui sont donc ici des zones, là, tout ça là, qui sont des zones de l'omoplate. Voilà, l'angle inférieur notamment, qui est l'insertion, une zone d'insertion pour le grand dorsal. Voilà, cet os plat, comme une lame triangulaire, qui est la zone d'insertion de 17 muscles différents. Tac, nickel. L'acromion, qui est une zone de l'omoplate, qui s'articule avec, on l'a vu tout à l'heure, hop là, pardon, vous voyez rien, avec la clavicule, la coracoïde, qui est là, la zone d'insertion du muscle petit pectoral, parce qu'on dit les pecs. Pourquoi? Il y en a deux, le grand, le petit. Voilà. Là, on est en vue postérieure, donc on regarde comme si la personne était de dos. Là, on regardait comme si elle était de face. Et donc là, de dos, hop, c'est pareil. Toujours cette forme triangulaire avec ces zones d'insertion musculaire, la glène. Aussi, vous aurez les zones d'insertion, notamment du supraépineux, au-dessus de l'épine, supra-épine, la zone d'insertion de l'infraépineux, en dessous l'épine. Des fois, l'anatomie, tout est dans le nom. C'est des noms barbares, mais c'est pas si complexe que ça. Voilà. Et donc, l'épine de l'omoplate, on peut sentir à la palpation. Elle se prolonge pour former l'acromion qui s'articule avec la clavicule. L'acromion ne s'articule pas du tout avec l'humérus, hein. C'est avec la clavicule. Toc. Et là, vous avez le petit bec de la coracoïde. La coracoïde, on peut la sentir si vous allez dans le sillon, en fait, qu'on appelle le sillon delto-pectoral, qui est entre le moignon de l'épaule
et le pec, là, souvent, vous avez un sillon. Alors, attendez, je vais vous montrer sur, voilà, sur le gugus, là. Hop là. Là, on le voit, ce sillon-là, là, entre le deltoïde, ici, et le pec, le grand pectoral. Là, ça fait un petit sillon, là. Mais si vous placez votre main dans ce sillon, et que vous lâchez votre bras, il ne faut pas qu'il y ait de contraction musculaire, vous allez tomber, vous allez sentir une petite pointe osseuse, une petite pointe, un petit bec. Mais c'est qui? C'est Bibi. Ça, c'est la coracoïde, l'insertion du petit pectoral. Voilà. Ensuite, l'humérus. Quelle couleur on va faire pour humérus? On a fait du vert, on a fait du rose. On peut se faire quoi? Du jaune. Ça va changer. J'avais mon jaune tout à l'heure. Ah ouais, vous voyez? Non mais c'est toujours la même chose. J'oublie de finir mes légendes. 2. Hop. 2. Voilà. L'humérus. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit sur notre fameux humérus? 3. Humérus. C'est un os long. Il fait partie de la famille des os longs, avec l'épiphyse supérieure, ou la partie proximale. Ensuite, vous avez la diaphyse, qui est la partie longue, qui ne supporte pas d'articulation. Les épiphyses, elles, supportent les articulations. Là, l'épiphyse inférieure, cette zone-là, supérieure, diaphyse. À la jonction, vous avez les parties qui grandissent, hein, les cartilages de conjugaison chez les enfants. On en avait parlé sur les autres vidéos. C'est les zones où l'os va proliférer. Les os vont grandir par ces zones-là. Et malheureusement, si vous êtes enfant, ado, et que vous vous cassez un os à proximité de l'articulation et que vous ne le cassez pas en plein milieu, mais que vous le pétez plus proche d'une extrémité, il peut y avoir une chance que ça ait abîmé le cartilage de conjugaison et que ça puisse jouer sur votre croissance. Donc, conseil, si vous voulez vous péter un os, pétez-le en plein milieu, pas près d'une articulation. Voilà. Là, ce sera plus impressionnant, plus franc, mais au moins, vous aurez moins d'ennuis. Donc, c'est un os long, contrairement à l'omoplate, qui est un os tout plat. Celui-ci qui est un os court et cylindrique. Celui-là, c'est un os long. Hop. La tête proximale, c'est ce qu'on disait, hein, la tête qui, elle, est proximale, s'articule avec la cavité glénoïdale, hein, ici, de la scapula. Notre cavité, où est-elle? Voilà, on en reparlait tout à l'heure, notre fameuse cavité. Hop, il faut que j'enlève l'autre parce que sinon ça va pas le faire. Hop là. Voilà, notre cavité glénoïdale. Moins congruente, mais beaucoup plus mobile. Voilà. Les condyles médial et latéral, distaux, donc à la partie distale, à distance de l'articulation, sont articulés pour le coude. Hein, ici, ce sera l'articulation du coude avec l'ulna, qui est le nouveau nom du cubitus. On le disait tout à l'heure, elle s'articule ici, au niveau de cette surface articulaire en forme de nœud papillon, là, ici. Pour la flexion-extension, qui est une articulation uniaxiale, on en avait parlé. Alors,
Où est-elle? Là. C'est cette articulation-là. Là, on est en bas de l'humérus. On a la surface en nœud papillon. Ici, vous voyez, et c'est comme une charnière de porte. L'ulna va venir croquer un petit peu, là, vous voyez, ça va venir croquer comme ça. La palette humérale pour faire seulement comme une porte. Flexion, extension, on ferme, on ouvre, c'est tout simplement uniaxial, l'articulation en charnière. Et ensuite, vous avez là, au niveau de l'humérus, la deuxième articulation pour le radius. Le radius est côté du pouce. L'ulna est côté du petit doigt. Là, vous avez la cupule radiale et la partie humérale qui va permettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire les mouvements de pronosupination. Ça va tourner. En fait, cette zone-là va tourner comme ça. Ici. Voilà. Ça va s'articuler au niveau du capitulum, cette petite boule. Et en dessous, vous avez la tête radiale, la cupule radiale, pardon, qui va tourner. Le col chirurgical est le siège de fractures fréquentes. Pareil, souvent les os humérus et fémur, là où ils se cassent, c'est au niveau du col. Parce que là où c'est là où c'est le plus fragile et c'est là où ça a subi le plus de contraintes. Et si vous vous cassez assez haut sur le col, en fait, ici, c'est le creux de l'aisselle. Et dans l'aisselle passe tout le plexus brachial. Et il y a des divisions neurologiques. Voilà, on va le voir un peu là. Je ne sais pas si vous allez bien. Allez, je re-switch. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Est-ce que vous voyez? Ouais. Il faut bien ouvrir les yeux. Là, on est de dos. Ça, c'est quoi? C'est l'épine de l'omoplate, l'acromion. Les muscles supraépineux, l'infraépineux, le petit rond. Et vous avez ici, coucou, une division du plexus brachial qui donne le nerf axillaire. Et là, il y a qui? Coucou, c'est l'humérus. Et si vous cassez le col de l'humérus, et bien là, vous allez venir chatouiller qui? Le nerf. Donc si ça pète et que ça vient faire une fracture déplacée qui vient être conflictuelle avec le nerf axillaire, vous pouvez avoir des problèmes de paralysie du membre supérieur. Donc il faut vraiment faire super attention. Là, on le voit aussi. Alors là, ouvrez grand vos yeux. Hein. Si vous êtes sur smartphone, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Alors là, c'est un peu cette même image-là, mais ils ont coupé toute la nappe. Là, ils ont découpé. Là, vous voyez bien, ils ont taillé dans la masse. Et on voit en dessous, il reste encore que le petit rond. Là, on voit, ça c'est donc l'épine, toujours, l'acromion. La tête de l'humérus, qui est dans sa capsule. Et en dessous, vous avez qui? Coucou le nerf axillaire. Avec qui? L'artère. Souvent, les nerfs sont accompagnés de leur artère et de leur veine. Souvent, c'est un combo. Hein, vous voyez, c'est souvent, on appelle ça le paquet neurovasculaire. Ils sont souvent accompagnés. En fait, ils sont rarement seuls. Bon, il y a toujours des exceptions. Hein, mais là, vous voyez, il y a souvent un duo artère-nerf. Donc là, si vous cassez, là, vous voyez au niveau du col, donc assez haut hein, sur l'humérus, vous allez venir comprimer le paquet vasculo-nerveux. Et ça peut donner des complications. Donc il faut vite aller aux urgences pour qu'ils réduisent la fracture correctement et que le nerf reste pas trop en souffrance. De toute façon, en général, si vous avez une fracture déplacée,
de l'humérus, il ne vous viendra pas l'idée de rentrer chez vous. Hein. Mais on ne se tente pas des manœuvres soi-même, de réduire des fractures, des luxations, des choses comme ça. Parce que pensez toujours qu'à proximité, il peut y avoir des nerfs ou des artères. Et qu'en bougeant, soit vous allez les déchirer, soit vous allez les comprimer. Et là, ce sera juste catastrophique. Donc, ne tentez rien. Vous envoyez les gens aux urgences et ils vont s'en occuper. Mais on ne réduit jamais, jamais quelqu'un qui s'est cassé quelque chose, qui s'est luxé. On n'essaye pas de remettre les choses à leur place soi-même. On peut vraiment abîmer, des structures. Hein. Là, vous voyez, c'est pareil. Là, tout est réséqué. Hein. On n'a que la partie vasculaire ici. Vous voyez vraiment qu'autour du col, il y a plein de choses qui se passent. Donc, il faut vraiment faire hyper attention. Vous voyez, là, c'est pareil au niveau veineux. En fait, autour du col et de la tête de l'humérus, là, il y a beaucoup de monde qui passe. Il faut vraiment être... Voilà, ah bah alors là, bingo. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui est comme ça, et à qui on a enlevé une partie des muscles pour pouvoir voir ce qui se passe en dessous, au niveau pectoral notamment. Donc là, vous avez le cou, avec le sternocléido-occipitomastoïdien, là, le muscle que tout le monde connaît. Et vous avez tout le plexus brachial, là. C'est tout ça, là. Vous voyez, ça sort des vertèbres, et ça fait un maillage, tout un réseau, qui va ensuite donner le nerf radial, le nerf médian, qui donne le canal carpien, enfin, vous voyez. Donc là, il y a du beau monde. Hein. Là, c'est tout l'ordinateur, on va dire, un peu central du membre supérieur passe par ici. Il va traverser derrière la clavicule. Là, ils ont coupé la clavicule. Donc déjà, ça passe derrière la clavicule. Donc imaginez, vous cassez la clavicule, vous pouvez comprimer déjà un paquet de monde. Donc on réduit rien tout seul, on laisse et on bouge plus. Ensuite, ça passe, on imagine, derrière la clavicule, dans le creux, vous voyez, au niveau de l'aisselle. Et là, ça va longer, vous voyez, où il est l'humérus, là, dans le beefsteak. Et bien, tout le long, là, ça longe l'os. Vous pouvez le sentir si vous tendez le bras. Vous verrez, entre le biceps qui est devant et le triceps qui est derrière, vous avez une sorte de sillon. Mais en fait, c'est ce sillon-là. Vous pouvez sentir votre artère. Si vous calez la main là et que vous appuyez très légèrement contre l'os, à peine, vous allez sentir un battement. Donc vous voyez à quel point c'est exposé et à quel point c'est fragile. Le corps l'a mis quand même caché entre le thorax et le membre supérieur pour pas que ce soit trop exposé. Mais au bout d'un moment, il peut pas faire un miracle non plus, il fait comme il peut. Et il y a des moments où il sera quand même exposé en cas de trauma. Vous voyez, là, c'est pareil. De l'autre côté, il y a encore un autre paquet vasculo-nerveux. Donc, en fait, l'humérus, de part et d'autre, il a des paquets vasculo-nerveux. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a du beau monde qui passe dans le creux axillaire, dans le creux de l'aisselle. Donc, attention aux complications vasculaires et neurologiques d'une fracture de l'humérus. Voilà, là, ça passerait, vous voyez, ça passerait là, tout ce petit monde-là. Ça passe derrière la clavicule, ça passe dans le creux axillaire, et après, ça longe la face interne de l'humérus. Ça passe là. Bon, là, ça passerait là. Et vous l'avez vu, il y a des artères qui font le tour du col. Enfin, ça passe derrière la clavicule aussi. Hein. Là, derrière, il y a du monde. Donc, vraiment, c'est très précieux. Alors, colorions notre humérus en jaune. Normalement, jaune, vous l'avez vu, c'est une nomenclature visuelle. C'est réservé aux nerfs. Mais là, on n'aura pas à colorier de nerfs, donc on peut se permettre. Est-ce qu'il nous propose trop clé? On le fera au feutre au pire, c'est pas très grave. Allez, donc notre palette, on appelle ça la palette humérale.
ça, c'est l'épiphyse distale, à distance de l'articulation. La diaphyse, l'os long. Voilà, à sa diaphyse. Si vous voulez vous casser, cassez-vous là. Mais attention, vous ne la déplacez pas, sinon vous allez comprimer tout le voisinage. Voilà. Il peut y avoir aussi des fractures du tubercule majeur. Ça peut arriver aussi. Cette petite excroissance-là. Voilà, ça c'est notre humérus. On va laisser la surface articulaire libre. Au niveau de la tête. La palette. La fosse pour l'olécrane. L'olécrane, c'est quoi? Au niveau de l'ulna, si vous pliez le coude, ben vous avez le pointu du coude. On est d'accord. Mais quand vous allez le tendre, en fait, ben ce pointu, il va venir en butée. Donc il lui faut quand même une petite encoche pour que vous puissiez avoir le bras bien tendu et qu'il n'y ait pas en permanence un petit, on va dire, une excroissance là qui dépasse. Donc ça lui permet de venir se caler là, derrière l'humérus. Voilà, ça c'est l'olécrane, ça s'appelle. C'est comme olé et crâne, olécrane. Je sais pas pourquoi. Alors, finissons les légendes quand même. Voilà. Et là, on voit bien hein, la charnière qu'on a vue en papillon. Pour permettre au coude de faire flexion-extension, ben, ça vient hop, ici. Là. Trois, humérus. Nickel. Alors, qui est pas ça maintenant. Colorier chacune des structures suivantes des os de la ceinture scapulaire en utilisant une couleur différente pour chacune. Ok. Alors, avant qu'on fasse ça, il nous a mis pardon, une petite note. La clavicule est l'os le plus fracturé, surtout chez l'enfant. C'est déjà, on a dit, ça commençait même avant la naissance, hein, enfin au moment de la naissance. Les fractures surviennent classiquement lors d'une chute bras tendu ou lors d'un traumatisme direct de l'épaule. Les fractures de la clavicule concernent habituellement le tiers moyen. En général, la clavicule, bah, c'est simple, elle casse en plein milieu. Elle pète au milieu. Ça, on n'en parle pas. Choc, des fois les chocs directs, ou choc bras tendu. Donc toute l'énergie va se transmettre et ça va casser la clavicule. Ou à la naissance, ou les sports de combat, enfin bref. Donc, la clavicule, c'est vraiment un os qui est, on va dire, qui est en première ligne, quoi. Il est frontal, il est exposé directement, comme il est, on va dire, perpendiculaire à des forces qui peuvent arriver et s'impacter sur elle, sur cette clavicule. C'est elle qui va prendre les chocs de plein front et c'est elle qui va péter en premier. Voilà. Pareil, on fait attention parce que derrière, il y a du beau monde qui passe. Tout le plexus brachial, on fait hyper attention avec tout le paquet vasculo-nerveux, hein, on vient de le dire. Donc, on ne fait plus bouger les gens et on appelle les secours. Voilà, on ne fait rien d'autre. Eux, ils vont vérifier si le sang passe encore, si la sensibilité, voilà, si tout le paquet fonctionne bien. Mais en tant que particulier, on ne fait rien d'autre que d'appeler les secours. Et on dit aux gens de ne pas bouger. Voilà. Alors, 4, on a notre coracoïde. Alors, vu qu'on a fait en rose, on va continuer. Comme ça, ce sera plus lisible. La coracoïde. Coucou la coracoïde. Voilà. C'est cette partie-là.
4 coracoïdes. Toc. J'espère que c'est assez lisible pour vous. Ça n'a pas l'air lisible de ouf sur l'écran. Attends, je vais changer. Je vais mettre une couleur un peu plus soutenue, peut-être ce sera mieux. Ah oui, ce sera mieux ça. Autant pour moi, désolée. Voilà, plus soutenu. Ah voilà. Voilà, ça ce sera plus visible pour vous. Ça, c'est la coracoïde qui a la varicelle. Hop là. Insertion du petit pectoral et du muscle coraco-brachial. Voilà. Est-ce que on va se le voir sur une planche, cette histoire? Ouais. Et on a aussi le chef court du biceps. Le chef long, on l'a vu, est dans la glène et le chef court est sur la coracoïde. C'est pour ça qu'on l'appelle biceps. Il a deux chefs. Bi, c'est deux. Ceps, c'est chef. Il a deux corps musculaires. Le biceps, on le voit bien, ça fait deux boules. Il y en a une qui part de la coracoïde et une qui part de la glène. Et ensuite, il passe à la face antérieure du bras. Là, on voit coraco-brachial. Petit pectoral. Ici. Là, en fait, cette pointe-là, c'est la zone pour, on a dit, coraco-brachial et le biceps brachial. C'est les deux. Hein. Et en fait, cette excroissance, elle a été faite par traction musculaire. Hein. Comme beaucoup d'excroissances osseuses, vous pouvez vous dire qu'il y a des insertions musculaires dessus. C'est ça qui tracte l'os, en fait, dans sa croissance. L'os pousse sous la contrainte. Hop. Notre coracoïde. Voilà. Est-ce que je pourrais vous montrer le chef? Vous voyez bien au niveau du biceps ce que ça donne. Pourquoi on dit biceps? Oui, là, top. Tac, bonjour. Bonjour le biceps. Là, on a notre coracoïde, notre petit bec. Et là, on a notre biceps. Là, on voit bien qu'il est formé de deux corps musculaires, deux chefs. Le chef court, qui a la face interne. Hein, on a toujours, coucou, notre paquet musculo-nerveux. Là, il y en a un peu partout. Hein. Hello. Et le chef long, qui lui s'insère au niveau de la capsule. Hein. On voit bien qu'il est très haut au niveau de l'articulation. Voilà. Chef long, chef court du biceps brachial. Il faut toujours dire biceps brachial parce qu'il y a aussi le biceps fémoral qui est au niveau de la cuisse. Voilà, qui lui aussi est composé de deux chefs, qui est un des muscles ischio-jambiers. Alors, là c'est du triceps. Là on est sur du triceps. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes. Et là, on voit, si on voit une chose, bon, sait-on jamais, c'est pour votre culture. Ce muscle-là est carrément traversé. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive que certains muscles soient traversés par des structures nerveuses. Et le muscle coraco-brachial en fait partie. C'est le nerf musculo-cutané qui le traverse. En fait, pour être très exact, on va dire branche du biceps qui est coupée, bah oui. Parce que là, en fait, vous voyez toutes les ramifications ensuite qui vont se donner. Mais comme le biceps, il a été réséqué, enfin bref, on peut pas... c'est compliqué sur des planches de tout mettre. Mais là, on voit bien que là, lui, il est perforé par une structure neurologique.
qui est le nerf musculo-cutané et qui donne ensuite plein d'autres branches. Voilà. Et là, on voit insertion tendineuse du chef court et le chef long. Et on revoit cette artère circonflexe là qui fait le tour du col de l'humérus. Voilà. Ça, c'était l'aparté sur la coracoïde. Est-ce que je vais réutiliser peut-être du rouge? Ensuite, on a l'épine de la scapula. Pareil, qui elle va être l'insertion de plusieurs muscles, notamment du trapèze, notamment du deltoïde. Alors voilà, je vais vous remettre la planche pour tout à l'heure. Et bien, notre épine, elle est à la face postérieure. Si on peut dire. Voilà. Tout ça là. L'épine de l'omoplate. Oh, j'ai encore oublié, on est d'accord que j'ai encore oublié. Quoi? Maléchante. C'est pas possible. J'ai oublié la légende de la coracoïde. Voilà. Et l'épine, elle est le support. Hop. Voilà. Attendez, c'est plus facile avec des crayons. Voilà. On a dit, elle supporte qui? Le trapèze. Elle supporte le deltoïde. Au-dessus, dans la fosse supraépineuse, il y a le supraépineux. Et dans la fosse en dessous de l'épine, il y a l'infraépineux. On voit bien l'épine. On voit très bien. Vous pouvez très très bien la sentir à la palpation. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Là, on voit très bien qu'on peut le sentir à la palpation. On peut la sentir, cette épine. Il y a le trapèze. Le trapèze, d'ailleurs, ça, c'est la partie supérieure du trapèze. Mais le trapèze, c'est un muscle bien plus vaste que ce qu'on pense. Ça, c'est le chef supérieur. Vous avez le chef moyen et vous avez le chef inférieur. Le trapèze va de l'occiput jusqu'à la 12e dorsale. Ça, c'est du trapèze aussi. C'est un grand muscle en forme de trapèze. En forme de losange. Voilà. Il fait tout ça. Là, ils l'ont réséqué de ce côté pour qu'on puisse voir tous les muscles de la coiffe de ce côté. Là, on voit très bien l'épine. Mais ces muscles-là ne s'insèrent pas sur l'épine. Ils sont dans la fosse qui est au-dessus pour le supraépineux, la fosse qui est en dessous pour l'infraépineux. Ce qui s'insère sur l'épine, donc il y a le trapèze et le deltoïde, qui est le muscle du galbe de l'épaule, le muscle en V là, que vous avez à la face latérale. Voilà. Et c'est drôle parce qu'on voit bien l'effet ceinture. Là, vous voyez que ça commence à la face postérieure. Et si vous retournez le bonhomme, en fait, derrière, vous avez l'épine et l'acromion, la clavicule. Et vous voyez en fait que ces mêmes muscles, ça c'est toujours du trapèze. En fait, vous voyez bien l'effet ceinture. Là, c'est toujours du deltoïde. Vous voyez l'effet ceinture, en fait. Si on regardait d'en haut, le trapèze, il s'insère vraiment tout autour. Et le deltoïde, c'est pareil. En fait, ça fait vraiment l'effet ceinture. Comme ça. Si on regardait le bonhomme d'en haut, on verrait qu'en fait, ça fait le tour, comme ça. Et là, vous savez qui, coucou. Encore des paquets vasculo-nerveux.
Ensuite, il nous propose de colorier quoi? La trochlée, qui est articulaire avec l'ulna. L'ulna, c'est le nouveau nom du cubitus. Alors, on a 3 trucs articulaires. Donc là, celui-là, je vais pouvoir le faire comme ça. Je réfléchis à votre. Et après, je le ferai en coloriage. Ouais. Excusez-moi. Donc là, vous avez la surface articulaire, la trochlée. Voilà. On l'avait vu très très bien. Voilà. Forme de papillon là. On l'a très bien vu la semaine dernière pour les articulations. Hein, je vous l'ai montré encore tout à l'heure. Voilà, on la voit très très bien là. Et que l'ulna vient croquer comme ça. Voilà. Là, on avait déjà commencé à voir l'articulation entre l'acromion et la clavicule aussi, qui est une articulation plane. C'est ce qu'on a vu, toute plate, comme ça. Il n'y a rien à dire. Et là, si vous ouvrez bien les yeux et que vous avez lu un petit peu les légendes, vous avez l'épicondyle latéral. Vous avez déjà entendu parler d'une épicondylite, j'imagine. Eh bien, c'est une tendinite du coude, une des 2 tendinites. C'est la tendinite au niveau extérieur. C'est une tendinite que vous faites à la face extérieure du coude, la face latérale. Parce que à ce niveau-là, il y a tout un paquet musculaire de l'avant-bras qui vient s'insérer au niveau de l'épicondyle. Et quand ça s'inflamme, l'insertion musculaire ici, ben ça crée une épicondylite. Ite, c'est inflammation ou infection. Et vous avez aussi l'épicondyle médial, qu'on appelle aussi épitrochlée, qui est du côté de la trochlée, épitrochlée. Et vous avez peut-être entendu moins souvent une épitrochléite. C'est la même chose, c'est une tendinite du coude, mais à la face interne, pour le paquet musculaire de la face interne du coude. L'épicondyle, l'épicondylite, on appelle ça le tennis elbow. Vous avez sûrement entendu ça aussi. L'épitrochléite, on appelle ça le golf elbow. C'est des tendinites qu'on peut retrouver facilement dans ces 2 sports. Voilà pourquoi on les a nommés populairement par le nom des sports pour lesquels les sportifs sont touchés par ces pathologies-là. C'était pas très français comme phrase, mais vous m'avez compris. Hop, 6 comme d'habitude, je finis par mes jambes. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le capitulum. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit de le colorier. Ils l'ont boudé, voilà. Qui est pour la cupule radiale, pour ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le mouvement de pronosupination. Et ensuite, il nous propose de colorier les surfaces articulaires de bleu différents. 7, c'est l'articulation avec qui? Donc 7 articulaire acromial avec acromion. Jusque-là, c'est une articulation plane qu'à la face, à la partie extérieure de la clavicule. Voilà. Articulation plane qu'on a vue il y a 30 secondes. Oups là, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Voilà, c'est cette surface articulaire-là entre acromion et clavicule qui se luxe très facilement. 7. Voilà. Et ensuite, il nous propose de colorier en 8. Oh, attendez, il faut que je vous remonte là parce que je vois que vous n'allez rien voir de ce que je fais, c'est génial. Stream de grande qualité, comme toujours. Voilà. Pardon. Faut me dire quand vous voyez rien.
la surface articulaire sternale. Ça, elle est articulée avec le manubrium sternal. D'ailleurs, c'est une articulation avec un petit disque articulaire. Je vais essayer de trouver une planche où on pourrait le voir éventuellement. À la coupe, c'est une sorte d'articulation en selle, si mes souvenirs sont bons, qui permet à la clavicule d'avoir plusieurs types de mouvements, à la fois de l'avant à l'arrière, et à la fois pour pouvoir aussi monter et descendre. Vous voyez, les clavicules, elles peuvent faire ces mouvements-là, aller de l'avant à l'arrière et du haut vers le bas. Et souvent, ces articulations biaxiales, on en avait parlé, les articulations... Oh, je sais pas, là c'est bon. Voilà. En selle, comme ça. Ça permet à la fois d'aller de l'avant à l'arrière et aussi sur les côtés. Alors, est-ce qu'il va nous montrer? Je cherche éventuellement... Ah, voilà. Ça sera sur... On en parlera quand on fera cette planche-là, un de ces quatre. Pareil, ouvrez bien vos yeux. Là, si vous êtes sur smartphone, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez donc là le sternum, la partie haute qu'on appelle le manubrium. Ici, vous avez des jonctions un peu fibreuses entre le manubrium et le corps plat, vraiment le corps du sternum. Et la xiphoïde, c'est la pointe qu'on sent là, sous le sternum. Pardon. Entre le thorax et l'abdomen, souvent il y a une petite pointe. Il y a des gens chez qui elle ressort beaucoup, d'autres moins. Il y a des grandes variations anatomiques sur cette partie-là. Pardon. Ça, c'est la xiphoïde, pardon. Et le manubrium, là, il y a une petite articulation. C'est là où on a dit la clavicule vient poser le membre supérieur sur le thorax. Vient, hop, se caler là. Et il y a un disque ici. On le voit, tout petit disque articulaire pour cette articulation en selle. Est-ce qu'on a d'autres trucs où on verrait? Je regarde moi, éventuellement. Ah ben si, désolée, je reviens en arrière, je vois une planche là qui me permettra de vous montrer des trucs. Là, regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors attendez, j'ai un petit... Je sais pas si on s'est perdu ou pas. Désolée si jamais on s'est perdu. Je suis désolée, j'ai dû recharger ma page. Désolée pour ça. Alors, là, on voit bien. On voit la personne d'en haut. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une ceinture, vous voyez, de l'épine. Là, on voit pas tout ce qui est trapèze et tout, parce que sinon, on verrait pas les muscles de la coiffe. Mais on voit bien que ça fait une ceinture, en fait. On voit vraiment le côté circonférentiel, enfin circulaire, vraiment de cette articulation. On voit vraiment voilà, que ça fait comme une ceinture qui n'est pas réellement fermée parce que les deux omoplates ne se rejoignent pas. Mais il y a un côté comme ça circonférentiel de la ceinture scapulaire. Voilà. Ça, c'était un truc que je voulais vous montrer. Là aussi, on voit un petit peu mieux la glène. Là. On voit bien que ça fait une petite coupe. Voilà, qui est pas énorme, mais qui est quand même assez costaud. Un peu fragile au niveau ligamentaire, mais voilà, elle est assez costaud et assez mobile. On a réussi à lier le meilleur des deux mondes. Voilà. Et à la base, alors, est-ce qu'il va nous montrer des articulations? Parce que là, on est sur le membre supérieur, alors j'ai peur que... Ouais. Là, ça me permet de vous montrer ce qu'on disait tout à l'heure. Pour la fosse olécrânienne, vous voyez que l'os, il vient se caler là. C'est cette partie-là. Quand vous tendez le coude, et bien cette zone-là, elle vient se caler dans la fosse. Ça fait comme ça, brrr, bingo. Et là, ça vient se caler à l'arrière du coude. Je vais essayer de vous chercher. Là, on voit bien la palette avec le papillon pour la trochlée. La charnière, là, flexion-extension. C'est ça, là, flexion-extension. Cette articulation-là.
là, flexion, extension, celle-ci, flexion, extension. Et vous avez la cupule, voilà, radiale avec le capitulum, qui, elle, autorise des mouvements de rotation. Ça va juste tourner comme ça. En dessous, ça va tourner. Et c'est ça qui va permettre de faire tourner le coude. Le poignet, mais ça se passe dans le coude. Bref, vous m'avez suivi, quoi. Donc là, en fait, on va partir sur le membre supérieur direct. Je suis désolée, je vais juste... Ah, voilà. Je vais farfouiller un petit peu. Alors, je vais essayer de pousser un peu. On le voit un petit poil plus zoomé, mais pareil, j'espère que vous verrez bien. Là, on voit la clavicule, le manubrium sternal. Et là, vous avez le disque. Le petit disque, là, à l'intérieur. Pour cette articulation en selle. Voilà. Et les petits ligaments, parce que là aussi, forcément, vous avez un ligament qui va venir jointer entre les deux clavicules. Aussi toute la capsule autour de cette articulation. Les différents ligaments antérieurs, ce qui permet de lier la clavicule et la première côte. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se passer là, mais on en parlera sur une autre planche. Voilà. On en parlera surtout sur cette planche-là. On verra tous les ligaments ici. On aura de quoi faire. Là, on a fini sur notre membre supérieur, qui était quand même une sacrée partie. Voilà, je vois que j'ai un peu bavé là. Voilà. Toc. Eh bien, écoutez, les amis, ça fait 1h30 de stream là. On vient de balayer toute la ceinture scapulaire, toute l'épaule. C'était un beau stream. Je vais quand même me permettre... Là, je vais colorier un petit peu ça pour qu'on se rende bien compte que c'est la surface articulaire. C'est très léger, mais voilà. Ça, c'est articulaire aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Là aussi. Ça, c'est articulaire. Ça aussi, c'est pas une excroissance, c'est une surface articulaire. Voilà. Jaune. Nickel. Voilà. Eh ben, c'est beau, non? Je trouve ça incroyable. Franchement, le complexe de l'épaule, c'est hyper intéressant. On en reparlera encore au niveau articulaire, parce que vous verrez qu'il y a plein de choses à dire. On a déjà commencé à en parler un peu là, mais vous verrez qu'au niveau articulaire, c'est une articulation qui est hyper riche, avec des vraies articulations, des fausses articulations. Vous verrez, c'est topissime. Je vous refais le petit brief là. On a bossé sur le néter à colorier, qui est tiré de l'Atlas d'anatomie de Néter, la Bible. Pas facile pour apprendre la natte quand on n'a pas de support. C'est bien pour avoir un support de cours, mais si vous n'avez pas les cours qui vont avec, c'est compliqué. Ça, c'est top, parce que vous avez les explications qui vont avec. Donc si vous êtes passionné d'anatomie, vous voulez apprendre, voilà, je vous conseille ce livre qui est topissime. Voilà, ben, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce matin, ce midi, sur ce stream sur la ceinture scapulaire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Mettez-moi vos questions en commentaire, n'hésitez pas, je répondrai à tout, je lirai tout. Et puis, je vous dis à très vite pour un autre stream. Je ne peux pas encore vous dire tout à fait quand ce sera. Peut-être ce soir, peut-être demain, on verra. Ou sinon, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, quoi qu'il arrive, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle journée. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Allez, ciao. Des bisous.